Alors, on va continuer dans la vraie vie, comme tout à l'heure, avec une deuxième expérience, une autre équipe, l'équipe de la plateforme Clairefontaine, de la Croix-Rouge, qui vient nous présenter son travail autour de l'autodétermination. Je vous laisse vous présenter, mesdames, et puis c'est parti. Bonjour à tous. Du coup, je suis Madame Stimek Jessica. Je travaille au sein de la plateforme Clairefontaine, au sein de l'EAP, qui accueille des enfants polyhandicapés. J'ai été dans un premier temps éducatrice depuis 11 ans maintenant, et je suis passée responsable de services éducatifs depuis peu de temps. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue qui va pouvoir se présenter à vous. Donc moi, je suis Pascale Delacour, je suis psychologue sur le CESAD de la plateforme Clairefontaine. Et Jessica, elle va faire une petite introduction. Ensuite, je vous parlerai de ce qui a été mis en place sur le CESAD avec toute l'équipe CESAD. Et Jessica reprendra la parole pour aborder ce qui a été construit auprès d'un enfant en particulier au sein de l'EAP. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous la réflexion sur la prise en compte de la personne polyhandicapée en tant qu'actrice dans le processus de son projet personnalisé. Donc en effet, les politiques de l'action sociale tentent à mettre la personne handicapée et sa famille au centre de son accompagnement en la considérant comme sujet de son projet de vie. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, complétée par la loi du 11 février 2005, amène à favoriser la participation des usagers ainsi que de leurs familles à la construction de leur projet de vie pour leur faire prendre un rôle d'acteur. Le projet personnalisé est un des outils précurseurs de cette loi qui permet de donner du sens à l'accompagnement des personnes accueillies, mais aussi aux professionnels qui l'accompagnent. À ce jour, chaque établissement est dans l'obligation de mettre en place un projet personnalisé pour chaque personne accueillie. Cependant, si la prise en compte de la famille ou des représentants légaux est devenue quelque chose d'inscrit dans les établissements médico-sociaux, la question de l'expression de la personne accompagnée reste une facette dans le processus du projet encore à développer. D'autant plus pour la personne polyhandicapée, avec sa singularité au niveau de ses altérations cognitives, sensorielles et motrices qui amènent une dépendance à l'autre inhérente. Cela laisse encore à s'interroger sur la place d'espace d'expression de la personne polyhandicapée, notamment au niveau de son projet individuel. Au sein de la plateforme Clairefontaine, c'est une réflexion qui perdure. Bien sûr, la question de la participation du jeune polyhandicapé évolue au fil des années. À ce jour, nous faisions participer les jeunes de la plateforme sous forme de petits bilans, en fait, à la fin de l'échange, en fait, autour du projet avec les familles. Mais à ce jour, cette question devient quand même prédominante au sein des équipes éducatives qui se questionnent sur comment inclure le jeune au sein de son projet, à quel moment, de quelle manière. Comment permettre à un jeune de prendre une place centrale dans son projet de vie et de lui garantir un espace d'expression de quelque manière que ce soit. À ce titre, la notion d'autodétermination prend tout son sens puisqu'elle se définit comme étant un espace d'expression de soi-même par les recommandations de bonne pratique de l'Haute Autorité de Santé. Par le projet personnalisé, il s'agit à la fois d'échanger sur le projet de la personne, sur les observations partagées, les propositions faites par l'équipe qui en découlent, mais avant tout de lui permettre de devenir sujet à part entière en lui donnant la possibilité de s'exprimer sur sa trajectoire de vie. Je vais donc laisser la parole à Madame Delacour qui va pouvoir vous évoquer son expérience au sein du CESAD de la plateforme Clairefontaine. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous présenter le travail de réflexion, mais aussi de concrétisation et création de l'équipe du CESAD Clairefontaine. Alors, ce qui a été créé est loin d'être parfait, mais il a le mérite d'être le fruit d'un travail de toute une équipe qui s'est autorisée à essayer, à tenter. Pour situer rapidement, le CESAD Clairefontaine est un service de la plateforme Clairefontaine qui comporte également un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Et le CESAD est situé sur un endroit distinct, différent de l'EAP.
Le CESAD, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui recevait, avant d'intégrer la plateforme Clairefontaine, qui recevait et des enfants polyhandicapés et des enfants déficients intellectuels. En 2019, nous avons constitué un groupe de travail qui a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le cheminement et l'avancée de ce travail qui a connu quelques interruptions, de forts ralentissements au moment de la période Covid. Et il s'agit vraiment d'un travail collectif, du cheminement de toute une équipe. Nous avons commencé avec un premier groupe composé d'une partie des professionnels du CESAD. Et ensuite, alors nous nous rencontrions une fois tous les trimestres. Et ensuite, c'est toute l'équipe au complet qui a participé activement à ce travail. Nous avons intitulé ce groupe de réflexion « Participation de l'enfant à son projet d'accompagnement CESAD ». Alors, ce n'est pas tant que nous ne prenions pas en compte l'enfant lorsque nous pensions à son projet. Au CESAD, la particularité, c'est que nos interventions, c'est majoritairement des accompagnements individuels, en relation duelle. Le professionnel est amené à beaucoup parler avec l'enfant, à mettre en mots et à échanger avec eux, pour ceux notamment qui ont accès au langage. Excusez-moi. Et ce sont justement ces jeunes qui ont accès au langage qui nous ont amenés à nous poser pour réfléchir à la façon dont ils pouvaient participer à l'élaboration de ce projet. Car ce que nous constations, notamment lorsque j'abordais avec les jeunes la réunion qui allait venir et dans laquelle on allait parler de leur projet et que je sollicitais leur avis sur ce qu'ils pensaient de l'accompagnement qui leur était proposé, ces enfants, ils étaient vraiment en difficulté pour en dire quelque chose. Ils étaient en difficulté d'une part pour en dire quelque chose de pourquoi ils rencontraient tel ou tel professionnel. Ils étaient aussi en difficulté pour dire quelque chose de pourquoi il y avait ne serait-ce qu'un accompagnement CESAD. Bien évidemment, dans cette difficulté, il est question du rapport que l'enfant peut avoir avec ce qui fait handicap pour lui, mais aussi de la façon dont sa famille peut vivre ce qu'il met en situation de handicap. Il y a cet aspect-là, mais par ailleurs, ce qui semblait aussi ressortir fortement, c'était la dimension de la relation affective que l'enfant avait avec le professionnel. L'enfant, il aime bien être avec tel ou tel professionnel, il aime bien être avec le professionnel, il aime bien faire ce que le professionnel lui propose, mais la question du sens, elle ne semblait pas vraiment se poser. Donc ce fut un premier constat que nous pouvions formuler et qui pouvait nous interroger. Donc c'est à partir de ce constat-là que j'ai proposé de former un groupe pour réfléchir à la place que nous pouvions pleinement donner à tous les enfants pour qu'ils puissent participer à l'élaboration de leur projet, qu'ils puissent être acteurs à leur manière dans ce projet. Les professionnels de l'équipe donc étaient très partants, très intéressés pour réfléchir à ça. Il s'agissait de réfléchir à comment affirmer davantage la place centrale de l'enfant, lui permettre d'être acteur dans l'élaboration de son projet, et pour soutenir au mieux sa position de sujet, quelle que soit la nature de ses difficultés. Donc au départ, nous n'avions absolument aucune idée du cheminement de notre réflexion et là où ça allait aboutir. La ligne directrice, c'était comment permettre à l'enfant que son projet d'accompagnement fasse sens pour lui, qu'il puisse y participer et se l'approprier. Et ce, dans un processus qui puisse se généraliser et qui pourrait s'inscrire dans une démarche qui vaudrait pour tous les enfants. Alors nous avions déjà des exemples ponctuels, plus ou moins isolés, qui confirmaient que de toute façon faire participer l'enfant à la présentation de son projet auprès de ses parents pouvait avoir un réel effet sur lui. Le projet personnalisé, présenté à l'enfant, clairement vient désigner et mettre du sens sur les objectifs du travail qu'il concerne. Ça vient également situer l'enfant dans un présent, mais aussi dans son devenir. Et s'adresser à l'enfant, cela nécessite, bien sûr, d'adapter son discours, sa communication, d'être plus précis, plus concret.
Notre pensée tout au long de notre travail est passée par des circonvolutions, hein, mais elles ont eu leur importance pour construire notre pensée. Le travail du groupe sous forme de libre-échange a permis de dérouler notre pensée à partir des expériences cliniques, pratiques et de questionnements aussi qu'on pouvait avoir. On a donc abordé vraiment des thèmes très différents et on s'est beaucoup questionné et on a beaucoup associé sur les situations que l'on rencontrait autour de l'impact du handicap chez le jeune, l'impact du handicap chez le jeune pour les membres de sa famille, la place de l'enfant au sein de sa famille, la place de l'éducatif versus rééducatif, hein, parce que le rééducatif, il occupe quand même souvent une place très importante. Le travail avec la famille d'accueil, les particularités de ce travail avec les familles d'accueil, l'impact du cadre, du lieu des entretiens avec les familles, si c'est à domicile ou si c'est au sein du CESAD, les échanges qu'on peut avoir avec les parents, lorsqu'ils ont lieu soit en présence de l'enfant ou pas, ou en présence de la fratrie ou pas. Alors tout ça, ce fut d'une très grande richesse. Et puis il y a eu cette question quand même un petit peu plus épineuse du polyhandicap, parce que c'est une situation très spécifique que l'accompagnement des enfants polyhandicapés. Donc on en a déjà beaucoup parlé, hein, spécificité en termes d'interaction, de communication, d'échange, de rythme, de dépendance aussi. Et je ferai quand même une petite référence au travail de Frédéric Blondel et Sabine Deslesco sur Aux confins de la grande dépendance. Et donc je cite, « Le polyhandicap est du registre de la grande dépendance, entraînant par là même une altérité radicale sur laquelle plane le risque d'une altérité menacée. Les personnes polyhandicapées sont des personnes qui ne peuvent parler en leur nom, et les auteurs soulignent un accompagnement marqué par l'ambivalence. Bon, ce qui est souvent le cas quand il s'agit de faire avec la différence, il y a cette oscillation entre reconnaissance et déni d'altérité. La façon dont ces jeunes en situation de polyhandicap s'adressent à nous, c'est toujours dans un premier temps de l'énigme, dans un langage difficilement traductible, parfois indéchiffrable. Mais les professionnels qui sont dans un vrai lien avec l'enfant savent, car ils en font l'expérience, que s'adresser à l'enfant, mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, a un effet sur lui, sur sa façon d'être avec les autres, de traverser les moments difficiles également, et d'être dans un plaisir partagé. Et tout ceci, du côté du professionnel, sans bien saisir ce que l'enfant a pu entendre ou comprendre de ce qu'il a dit. Donc l'expérience confirme l'intérêt et la pertinence de s'adresser de manière directe à l'enfant polyhandicapé. Mais les personnes polyhandicapées sont en grande difficulté pour exprimer un jugement formel sur leurs besoins et leurs attentes. Nous devons accéder à eux pour déchiffrer et leur donner, tant faire se peut, les moyens de s'exprimer de manière à être entendus également. Plus concrètement, nous avons posé plusieurs actes qui s'inscriraient et qui se généraliseraient dans le processus du projet personnalisé. D'une part, la présence de l'enfant lors de la présentation du projet à ses parents, une présence systématique. Avant, elle était plutôt pensée en fonction des situations, au cas par cas, selon le type d'enfant. Donc, présence systématique pour que son accompagnement fasse sens ou un peu sens pour lui, quelle que soit la nature de son handicap. Présence parfois qui nécessite d'aborder aussi avec les parents l'importance et la nécessité que l'enfant soit avec nous. Et présence systématique tout en étant quand même en mesure de prendre en compte des refus. Alors des refus, soit des enfants lorsqu'ils peuvent l'exprimer, ou soit des parents qui ne souhaitent parfois pas que leur enfant soit présent. Alors bon, c'est un refus qu'on peut mettre dans un second temps au travail. Il nous est ensuite apparu important de recueillir de manière formelle les attentes et avis des parents, mais aussi ceux de l'enfant. Exprimés par lui-même ou à travers les observations de ses parents,
Alors, exprimer par lui-même dans la mesure du possible. Nous avons donc établi un questionnaire que nous envoyons aux parents pour qu'ils puissent prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils souhaitent nous transmettre et de le réfléchir avec leur enfant. Afin que ce document puisse être accessible à tous, avec toute la grande diversité des familles, nous avons fait le choix de questions qui restent très ouvertes. Nous souhaitions offrir un spectre large de réponses possibles pour les familles. En préambule du questionnaire, on a fait une petite note explicative afin d'inciter les parents à solliciter et à recueillir l'avis de leur enfant sous la forme de leur choix. Les premières questions, elles sont adressées d'abord à l'enfant. À destination des enfants, nous avons décidé de les formuler sous forme de phrases pictogrammes. Et il va y avoir 2 questions toutes simples. Qu'est-ce que tu as aimé faire cette année et qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire cette année? Donc, on propose que l'enfant puisse répondre en écrivant avec ou sans aide, en dessinant lorsque c'est possible pour lui. Sinon, on invite les parents à répondre en fonction des observations de leurs enfants. À destination des parents, donc des questions très, très ouvertes. Oui, sur le premier, alors on présente effectivement la réunion au CESAD. Et ensuite, qu'est-ce que tu as aimé faire cette année? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire cette année? À destination des parents, on a ce type de questions. Quel est votre avis sur l'accompagnement qui a été proposé à votre enfant sur l'année? Avez-vous des attentes spécifiques pour l'année à venir? Donc des attentes spécifiques concernant votre enfant et vous concernant en tant que parent. Et puis ensuite, on sollicite sur des éléments de la vie quotidienne qu'ils souhaiteraient aborder de manière plus particulière auprès de l'équipe. Alors, auparavant, les avis, les attentes des familles étaient déjà abordés oralement, à travers les entretiens, à travers les échanges avec les parents, mais il nous paraissait quand même important que ça puisse passer par l'écrit, de laisser aussi une trace de ce qu'ils peuvent exprimer. Le questionnaire est ensuite repris avec les parents en présence de l'enfant lors d'un entretien que je leur propose avant la synthèse où les familles ne participent pas à la synthèse. Et sur le questionnaire, certains jeunes ont pu donner leur avis, d'autres, ce sont les parents donc, qui se sont exprimés à partir de leurs observations. Certaines familles vont avoir le souci de transmettre, dans la mesure du possible, l'avis de l'enfant, ce qu'elles ont pu comprendre de leur enfant. D'autres ne veulent pas s'exprimer pour leur enfant, ils le disent clairement, soit parce qu'ils ne sont pas assurés de la façon dont l'enfant peut vivre les accompagnements qui sont proposés, soit parce qu'elles pensent que leur enfant ne peut pas avoir d'avis et que ça n'y est pas accessible. Et puis on a aussi quelques familles qui ne vont pas du tout accorder d'attention à cette première partie concernant l'enfant. Pour eux, c'est comme si l'enfant n'était pas concerné par ces questions. Rapidement, un petit exemple de type de réponse que peut fournir des parents et qu'on reprend ensemble et qu'on prend en compte à la synthèse et qui sont réabordés après lors de la présentation du projet. Donc voilà, des parents qui peuvent dire que l'enfant, il a aimé tout ce qui lui a été proposé, et particulièrement ce qu'elle fait les mardis après-midi au gymnase. Et puis elle peut dire aussi ce qui est compliqué pour elle, les exercices physiques qui sont compliqués et qui lui font peur. Voilà aussi comment une famille peut se saisir du questionnaire, en indiquant notamment le souhait d'être aidé pour la recherche d'une institution, en indiquant combien aussi c'est important pour eux les échanges réguliers qu'il y a avec les professionnels du CESAD sur les conseils qui peuvent être donnés. Et puis aussi, ça leur permet d'aborder quelques préoccupations du quotidien, parce que la particularité du CESAD, c'est de ne pas être confronté au quotidien de l'enfant. Mais ça n'empêche qu'on peut l'aborder avec les parents et les aider aussi face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans ce domaine-là.
Et puis enfin, comme une suite logique, élaborer un support adapté que l'on présenterait à l'enfant. Donc, créer notre propre outil, ça a fait consensus. Donc, c'était une dynamique de travail qui a vraiment été très stimulante. Alors, s'atteler à la création d'un outil, ça fait l'objet d'âpres discussions, de sources de divers désaccords, notamment sur la formulation. Dans un premier temps, nous avions eu l'idée de commencer par respecter le projet personnalisé d'accompagnement tel qu'il était présenté aux parents et d'envisager d'en faire une sorte de traduction. Et ça s'est vite avéré très laborieux. Et donc on a repris notre réflexion en se mettant davantage à la hauteur de l'enfant, en tout cas en essayant, avec cette question, si je parle à l'enfant du travail que je fais avec lui, qu'est-ce que je lui dis? Alors je lui dis vers quoi nous voulons aller avec lui, c'est-à-dire l'objectif principal, avec qui, dans quel lieu et avec quoi. Pour les enfants qui n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture, le support visuel était indispensable, même si nous avions conscience qu'un support visuel n'était pas forcément adapté à tous les enfants. À un moment donné, il fallait faire un choix, il fallait qu'on avance dans notre construction. Donc on est parti sur cette base-là. Nous avons privilégié l'utilisation de photos ou certains types de pictogrammes associés à des mots-clés. Il a été convenu d'organiser cet outil selon chaque prise en charge. Chaque accompagnement est présenté individuellement. C'est un choix que nous avons fait. À chaque fois est précisé le pourquoi de la proposition de l'accompagnement, l'objectif, par exemple, bouger, explorer, avec qui ou de quelle manière et avec quelle médiation ou support. Exprimer un objectif de manière simple, avec les moyens dont nous disposons, en pictogramme est extrêmement difficile. Cela nécessite de simplifier, de réduire d'une certaine manière, tout en restant compréhensible. Parce que si on peut tous avoir un peu une petite formation autour des pictogrammes, c'est pour ça que je disais en fonction des moyens que l'on a, on n'est pas non plus expert dans ce domaine-là. Faire simple, souligner une professionnelle de l'équipe, c'est complexe. À chaque fois que nous butons sur la façon d'exprimer le ou les objectifs, nous reposons cette question. Qu'est-ce que je dis à l'enfant de pourquoi je lui propose cet accompagnement? Parfois, il est difficile de n'indiquer qu'un seul objectif, pourtant il faut aller à l'essentiel, parce que de passer entre toutes les idées, tout ce qu'on aimerait travailler avec l'enfant à partir des besoins qu'on a repérés, et puis le réduire à un seul objectif, c'est vraiment pas simple. Donc il est nécessaire de sélectionner. Il est loin d'être aisé donc de trouver le pictogramme qui va correspondre à l'objectif que l'on a défini. Pour certains qui vont être plus démunis sur le plan cognitif, il s'agira vraiment d'aller à l'essentiel pour que ça lui soit accessible. Et lorsqu'on a des enfants qui ont davantage de possibilités cognitives, on peut avoir tendance à rajouter des objectifs, à vouloir insister sur plusieurs points, mais à chaque fois se repose la question, qu'est-ce que je transmets dans cet outil à l'enfant? Est-ce que je suis suffisamment claire? Est-ce que c'est suffisamment représentatif? Il s'agit aussi d'être attentif à ne pas multiplier les informations pour que l'outil reste lisible pour l'enfant. Lorsqu'un pictogramme est sélectionné pour un objectif précis concernant un enfant, il n'est pas forcément adapté pour un autre enfant, pas suffisamment représentatif pour cet autre enfant. Donc à chaque fois, la question se pose. C'est tout un travail individuel, c'est tout un travail à la fois individuel, de réflexion, de synthèse, de traduction, de recherche, mais qui a besoin à un certain moment d'une reprise et d'une élaboration collective. Il est parfois nécessaire d'une mise en commun, de s'assurer auprès des autres professionnels des choix qui ont été faits, pictogrammes, photos, mots, petites phrases, de réfléchir lorsqu'une difficulté, une butée est rencontrée. Cela ne va vraiment pas toujours de soi. Cela demande du temps, une connaissance des pictogrammes, une maîtrise de l'outil informatique. Donc, je reviens
Donc, je vous fais défiler ce projet-là. Donc voilà, là, c'est les différentes prises en charge qui sont proposées et présentées à l'enfant. Nous avons commencé assez récemment à réaliser et à présenter le PPA enfant, c'est comme ça que nous le nommons. Et en le présentant, il y a eu des prises d'initiatives spontanées de la part des professionnels qu'on n'avait pas forcément pensé auparavant, parce qu'il est apparu comme une évidence que, d'une part, l'enfant puisse signer, comme les parents eux-mêmes signent le projet qui leur est destiné, et d'autre part, que le directeur de l'établissement signe également le support destiné à l'enfant, comme il le fait pour les projets destinés aux parents. La participation de l'enfant à son projet d'accompagnement CESAD fut le titre de notre groupe de travail, titre néanmoins porteur d'une grande ambition. C'est ce vers quoi nous désirons tendre. Mais auprès d'enfants en situation de polyhandicap, ça reste une gageure, c'est un pari. C'est un pari qui repose notamment sur la confiance que l'on peut avoir à saisir quelque chose d'un désir, d'une intention de la part du jeune polyhandicapé. Et à défaut de pouvoir déchiffrer, nous avons souhaité mettre l'accent, à défaut de pouvoir déchiffrer dans certaines situations, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'adresse faite à ces jeunes. Le PPA enfant, c'est un support qui nous permet de nous adresser directement à ces jeunes. Il est présenté visuellement et oralement. Nous avons fait le choix d'un support de présentation commun à tous les enfants, en adaptant dans la mesure du possible. Ce support, c'est une première proposition. Cette proposition, elle demande bien sûr à évoluer, à prendre en compte plus spécifiquement les modalités de communication de certains enfants, notamment les enfants qui se situent sur un registre de communication très, très sensoriel. La question de l'adaptation, donc du choix du support pour chaque enfant en fonction de ses modalités de communication demeure, ça reste encore à travailler. Dans un premier temps, donc, nous avons souhaité cet outil commun pour tous les enfants comme une adresse faite à l'enfant. Car nous pensons que dans la façon dont nous allons convoquer dans cette adresse qui lui est, dans la façon dont nous allons convoquer l'enfant dans cette adresse qui lui est faite, et bien à ce moment-là, nous nous prendrons peut-être davantage encore en compte en tant que sujet, pleinement en tant que sujet. Mais ça reste une première étape. Nous avons pensé cet outil comme une adresse faite aux jeunes, mais aussi comme une trace. Le PPA est un outil qui laisse trace du travail réalisé et à réaliser avec le jeune. C'est une trace pour l'enfant lui-même, mais aussi pour la fratrie. Que ça puisse aussi permettre de mettre du sens également pour les frères et les sœurs sur la présence et l'intervention de ces professionnels qui viennent à domicile, qui viennent s'occuper de l'enfant en situation de handicap. Se donner les moyens de permettre que l'enfant, en tant que sujet, puisse être acteur de son projet, est un processus qui, concernant l'enfant polyhandicapé, apparaît comme plus délicat, plus en subtilité, plus en nuance. Parce que nous devons souvent décoder, nous avons à être attentifs à nos propres projections, que le déchiffrage relève de notre propre interprétation. Et pour autant, et j'avais envie de conclure sur cet aspect-là, les moments de vrai plaisir partagé que nous pouvons éprouver dans la rencontre avec les personnes polyhandicapées restent peut-être encore, pour l'instant, un des indicateurs les plus fiables pour entendre son être au plus près de ce qu'elle vit. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jessica, qui va vous présenter une situation avec un enfant et tout le travail qui a été fait pour présenter le projet à cet enfant-là.
Du coup, afin d'apporter une complémentarité aux propos de Madame Pascale Delacour, je vais aborder avec vous une situation où on a pu aborder avec un jeune accueilli dans l'institution son projet personnalisé afin de lui permettre de prendre cette place d'acteur par son expression. Je vais lui donner un petit surnom, il s'appelle Momo. Il est âgé de 19 ans. Il est en internat de semaine au sein de l'établissement. La question d'échanger sur son projet en utilisant ses moyens d'expression nous est venue de 2 constats. Je reviens sur la notion d'échange qui pour moi est extrêmement importante parce que dans l'échange on prend en compte l'autre dans son expression alors que de présenter le projet individuel c'est quelque chose, on est juste dans le fait d'induire une simple information et on n'est pas dans une collaboration et une liberté d'expression. En tout cas pour moi. Suite à la synthèse menée en équipe pluridisciplinaire, il a été mis en exergue le premier constat pour ce jeune, qui fut l'importance de lui faire prendre part de son projet afin de le remobiliser dans son accompagnement. En effet, c'est un jeune qui a pu montrer un désinvestissement de son accompagnement par une mise en retrait ou alors la manifestation de comportements de refus, d'être en groupe, d'être en activité par rapport aux propositions qui étaient proposées par l'équipe pluridisciplinaire. Le deuxième constat étant de lui permettre aussi de s'affirmer en tant que personne, de jeune adulte, en devenir, de citoyen aussi, parce qu'âgé de 19 ans, on atteint la majorité. Donc c'est une place extrêmement importante qui est important à prendre, qui est essentielle. Mais tout d'abord, il me paraît important de revenir sur la notion d'expression de l'autre et à l'autre, parce que c'est ce qui va nous permettre de retranscrire au plus près le projet du jeune et lui permettre la mise en avant de ses capacités d'expression. L'émergence d'une communication mutuelle à la base d'un but commun, c'est l'expression de mon projet personnalisé parce que c'est le sien. En effet, tout commence par l'importance de penser que les personnes que nous accompagnons au quotidien sont avant tout des personnes capables de penser, de ressentir, de s'exprimer, de comprendre leur environnement. Peu importe leurs difficultés et en fonction de l'exploration de leurs capacités, car chacun à sa manière, par sa singularité, en est capable. Car nous savons que les personnes polyhandicapées ont des difficultés de communication à l'autre dues à des altérités cognitives, sensorielles ou motrices. Cependant, les personnes que nous accompagnons ont tendance à nous surprendre, à nous montrer que rien n'est immuable. Cela passe avant tout par une posture d'écoute des professionnels à l'autre et d'observation fine de la personne accompagnée par les équipes, la famille aussi au quotidien, afin de déceler la moindre capacité d'expression à l'autre, que ce soit par un regard, un geste, un mouvement ou par l'utilisation de photos ou de pictogrammes. Chacun, à sa manière, est capable de manifester quelque chose, un choix, une volonté, une envie, une interaction. Et ça leur permet de leur donner une identité aussi dans l'expression de soi. Momo est un jeune présent depuis l'âge de ses 4 ans dans l'institution. Et depuis plusieurs années, nous lui permettons de développer ses capacités d'expression à l'autre, mais aussi de compréhension de son environnement. Je me souviens d'un jeune qui est arrivé et qui ne s'exprimait qu'avec des gémissements et des professionnels qui étaient en difficulté à déceler ce qu'ils voulaient bien exprimer. Et l'émergence des compétences telles que la communication expressive et réceptive est un pilier pour faire émerger ce qu'on appelle l'autonomie comportementale évoquée par Wemeyer, qui se traduit par l'habilité d'une personne à indiquer ses préférences et à faire des choix et à amorcer une action en conséquence. Et ça, c'est un des aspects qui favorise l'autodétermination. Cela peut prendre du temps dans le processus d'accompagnement de la personne handicapée. Pour Momo, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain de pouvoir s'exprimer face à son environnement et d'être en interaction avec l'autre. C'est un réel apprentissage. Le but étant vraiment de favoriser et de développer au fil des années ces compétences d'expression par les équipes pluridisciplinaires. À ce jour, après plusieurs années d'accompagnement, il bénéficie actuellement d'un classeur de communication qui lui permet de s'exprimer avec des pictogrammes qui l'identifient, qu'il a pu travailler au sein de son quotidien par l'interaction avec les professionnels, son environnement. Il peut également se faire comprendre par des mouvements du corps, comme le oui, le non de la tête. Ça aussi, ça a été tout un apprentissage qui a été fait par les équipes éducatives. Et l'équipe éducative utilise le langage verbal, les pictogrammes également, les photos, la langue des signes, afin de s'exprimer auprès de lui. Il est important de penser que la communication de la personne accompagnée
puisque c'est ça qui va lui permettre l'expression de soi par rapport à son environnement. Donc, elle s'observe en équipe par la famille et se traduit par un moyen mis en œuvre ici par son classeur. Morgane utilise des modes de communication tout au long de son quotidien, que ce soit à l'internat, en externat, et même avec les différents partenaires de son projet de vie. Donc, il peut donc émettre ses préférences, ses choix, ses envies, ses actions par cet intermédiaire. Je reviens sur la notion de communication multimodale qui est du coup portée par notre institution depuis plusieurs années, par les équipes éducatives, par l'institution et aussi d'autres prémices de l'accompagnement comme la stimulation basale, avec le carnet basal qui permet aussi de faire émerger par les observations en termes de sensorialité de l'expression de la personne. Et je trouve ça important que ça soit porté institutionnellement pour justement mettre en œuvre des outils de communication adaptés aux enfants qu'on accompagne, pour qu'ils puissent justement être dans l'expression. Donc c'est grâce à tout ce travail que nous avons pu retranscrire le projet de Momo au plus près de sa compréhension. Et c'est pour ça qu'il paraissait évident de lui retranscrire son projet en pictogrammes, en choisissant les pictogrammes qu'il avait pu travailler dans son quotidien. Et lui laisser aussi une trace de son accompagnement, parce que c'est important de laisser une trace de ce qu'on va pouvoir lui proposer et soutenir l'échange aussi grâce à ce support. Mais au-delà de l'outil, je trouve que ce qui est important, c'est le cadre qu'on va favoriser pour l'expression de la personne accompagnée, notamment l'environnement qu'on va lui proposer, parce que c'est là où tout va se jouer, c'est là ce qui va permettre de faciliter l'expression de l'autre. Donc, pour revenir sur la situation de Momo, la présentation du PP s'est faite dans le bureau en compagnie du jeune, enfin de lui, d'une professionnelle de l'équipe et de la chef de service. Le fait d'avoir un professionnel du quotidien et un professionnel qui est un petit peu en dehors du quotidien, ça permet aussi d'avoir ce regard croisé sur les pressions de la personne. Et du coup, l'environnement qu'on propose permet l'échange autour du projet, doit être pensé afin de permettre à la personne d'être présente à l'autre sans perturbation sensorielle environnementale, car nous savons qu'il existe des hypersensibilités qui peuvent exister auditives, tactiles et même visuelles. Donc il faut faire attention aussi aux stimulations qui peuvent être présentes lorsqu'on échange sur le projet personnalisé, et notamment au niveau de l'environnement. C'est important. Par exemple, pour l'exemple du jeune, on sait qu'il a une hypersensibilité auditive. On va faire attention à ce qu'effectivement, il n'y ait pas trop de bruit, pas trop de passage, pour qu'il puisse avoir un environnement serein pour pouvoir s'exprimer à l'autre. Il y a l'installation aussi de la personne qui est importante, parce qu'elle garantit un bien-être et du coup permet l'échange. Et le moment aussi, parce qu'on sait que les personnes... les jeunes polyhandicapés, les enfants, sont des personnes qui peuvent être fatigables. Et du coup, le moment est important de la journée à choisir en fonction de leur disponibilité. Donc ici, l'environnement doit optimiser l'expression de la personne en prenant en compte ses petites particularités. Je trouve ça extrêmement important pour l'expression du jeune. Il y a la posture aussi professionnelle qui est extrêmement importante dans la présentation de l'expression de la personne accompagnée. Lors de cet échange, nous nous sommes adressés aux jeunes et non pas aux membres de l'équipe, mais vraiment à lui. En s'adressant à lui, on a pu observer une posture d'écoute, une attention à l'autre, avec très peu d'autostimulation au niveau de ses mains, de sa tête. Il a pu acquiescer son consentement par l'intermédiaire d'un sourire lorsque nous avons évoqué certaines observations de l'équipe, notamment sur ce qu'il savait faire. Parce que vraiment, le but de l'échange, c'est de valoriser les efforts et les progrès de la personne et lui permettre d'éprouver un sentiment d'efficacité pour renforcer sa motivation. Au-delà de la communication par les outils, il y a aussi la communication non verbale et son décodage, ainsi que son interprétation qui est à prendre en ligne de compte. C'est un indicateur important pour l'expression de soi face à l'autre.
lors de la retranscription du projet, il paraissait essentiel de produire un support tourné aussi vers le jeune, qui lui permet de se sentir impliqué, inclus dans l'échange en tant que sujet. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, apparaît, bon, j'ai pas pu mettre le nom, le prénom et la photo, mais c'est un élément important, et c'est vrai que quand ce jeune a pu voir le support, on a eu une réaction face à ça, parce qu'il était vraiment adressé à lui. On a commencé à lui expliquer un petit peu le projet qu'on envisageait avec ces objectifs que l'équipe pluridisciplinaire envisageait pour lui, parce qu'au départ, il y a effectivement une synthèse où effectivement on pense les choses en fonction, pour la personne, en fonction des observations qu'on a au quotidien. Et le but, c'était de pouvoir échanger sur ce qui avait pu être évoqué lors de la synthèse, et de choisir des pictogrammes qu'il pouvait comprendre. Donc, ce que je vais travailler en utilisant le pictogramme au bureau, et les moyens, les activités, c'est un pictogramme qu'il avait l'habitude aussi de pouvoir utiliser dans son quotidien. Je reviens aussi sur la notion d'engagement, parce que lorsqu'on présente le projet personnalisé à l'enfant, à la personne accueillie, je trouve que ça donne un sentiment d'engagement différent. On s'adresse vraiment à la personne qu'on va accompagner au quotidien, et on voit la réaction du jeune, ce qui du coup donne une autre dimension. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui, une autre dimension à notre engagement, parce que on s'engage auprès de ce jeune à répondre à des moyens mis en place pour garantir son bien-être, son évolution. Pendant cet échange, Momo a pu exprimer son avis. Il a pu exprimer son avis sur ce qu'on avait pu anticiper un petit peu sur les propositions qu'on avait à lui faire. Donc, il a pu exprimer par le oui et le non de la tête, avec l'utilisation de son classeur. Il avait vraiment besoin de se représenter les activités dans leur globalité, et il a vraiment pu s'exprimer à ce sujet-là. À la fin de... Donc là, c'est un exemple, une suite de ce qu'on a pu présenter à ce jeune. On approche du temps, le temps est parti et terminé. Merci d'accélérer. Merci. Du coup, Madame Pascale Delacour a insisté sur le fait de la signature. Du coup, je vais pas forcément revenir dessus, mais ce qui est important, de pouvoir signifier son engagement. Et la deuxième partie du coup de la présentation, ça a été permettre à ce jeune de pouvoir s'exprimer sur ses souhaits, sur ses attentes, ses envies, par l'intermédiaire de son classeur. Il a pu nous exprimer ce qu'il voulait faire pendant ses temps libres, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il avait envie de maintenir, ses week-ends, le fait important pour lui de réparer par exemple ses lunettes. Il faut vraiment toujours prendre en compte la présomption de compétence de la personne, c'est-à-dire qu'elle peut être en capacité d'exprimer ses besoins, ses attentes, ses envies, ses choix, et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et en toute dernière partie, alors là c'est vraiment dans le cheminement, on a demandé à ce jeune du coup on lui a demandé s'il voulait présenter son projet lui-même à sa famille, et notamment à sa grand-mère, ce qu'il a accepté. Et là, c'est vrai qu'on a pu voir du coup une posture du jeune très fier de pouvoir présenter
ce qu'il avait envie, ce qu'il souhaitait, de pouvoir échanger par l'intermédiaire de son moyen de communication. Donc ça a vraiment été très enrichissant à observer, à vivre, et même pour lui, ça l'a remobilisé parce qu'on a vu l'impact après de son implication dans le projet personnalisé, c'est-à-dire qu'on a pu voir qu'il a pu se remobiliser dans son accompagnement, il a pu être beaucoup plus avec le groupe, et l'équipe éducative a vraiment mis en place ce qu'il avait pu exprimer dans son projet personnalisé pour justement le remobiliser dans son accompagnement. Et il a pu s'en apercevoir, et du coup, il y a une réaction forcément du jeune. Je vais conclure, du coup, pour finir, pour dire que cette démarche, ça reste une éthique professionnelle qui reste celle de considérer la personne accompagnée en tant que sujet, acteur de son projet au sens propre du terme, dans une relation éducative, qu'aujourd'hui nous avons évoqué des situations auprès de jeunes ayant une certaine compréhension de leur environnement, des capacités d'expression assez conséquentes, mais cependant, ce qui est quand même important à retenir, c'est pas la capacité de la personne parce qu'elle est inhérente à chacun, mais plutôt la démarche à travers la prise en compte des capacités de compréhension de chacun, d'expression à l'autre, de l'environnement, de la posture professionnelle envers la personne accompagnée. Et donc, l'adaptation de support et la participation de la personne elle-même à la démarche de son projet. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Bravo, merci. Alors... Merci pour cette illustration par le concret de ce que peut être l'autodétermination et sa mise en œuvre dans un établissement. Et merci de rappeler le propos d'Elisabeth Catex hier sur la communication et de nous prouver que forcément, pour s'autodéterminer, il faut communiquer, que la communication est forcément multimodale quand il s'agit de personnes polyhandicapées. On a commencé la journée en se demandant si l'autodétermination concernait uniquement, de façon un peu provoque, uniquement le choix de la couleur du pull. Vous nous avez prouvé que l'autodétermination, ça pouvait être bien plus que ça et que la personne polyhandicapée était bien sûr capable de participer à la rédaction de son projet. Merci. Pareil, même traitement que les précédents. Une question à condition qu'elle soit concise. Je suis pas sûr. Rapidement. Et une réponse concise également. Toujours la question du passage à l'âge adulte. Comment vous qui l'avez accompagné, il a 19 ans, comment vous imaginez le passage dans une institution pour adultes? Comment vous la préparez, ce passage? Alors, c'est dans un premier temps, prendre contact avec l'institution. Enfin, déjà, trouver une institution, c'est déjà difficile. Ensuite, c'est aussi partager notre expérience et les capacités du jeune, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'entreprendre. C'est une transmission finalement de ce que le jeune est capable de faire en termes de communication, en termes d'expression à l'autre. Alors bien sûr, on n'a pas de certitude sur la continuité, mais je pense que notre travail, c'est d'essayer de garantir justement cette continuité. Un passeport ou pas? Vous allez faire un passeport? Alors par des passeports, on a aussi des fiches, on a aussi des fiches avec où est exprimée la façon dont le jeune communique, dont le jeune se comporte, entre en relation avec les autres. Enfin, c'est des choses qui vont être transmises. Les passeports, ça existe. Les passeports de vie, ça existe aussi au sein de l'établissement. C'est des choses qu'il faut constamment remettre au travail, auprès des équipes, parce qu'effectivement, ça peut se perdre. On va être honnête, mais c'est quelque chose qui est inscrit institutionnellement et qui est constamment remis au travail et qui permet une continuité de l'accompagnement du jeune. Je pense qu'il faut, l'important, c'est vraiment la transmission et le lien qu'on peut faire entre les établissements pour enfants et les établissements pour adultes. En prenant effectivement la différence du nombre d'encadrants et des difficultés au niveau des établissements adultes. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être transmises et des petites choses qui peuvent être mises au travail dans les établissements adultes, même si c'est peut-être moins... je dis c'est pas ce terme-là, mais pas moins important, mais moins... comment ?
prioritaire, mais en tout cas, l'important, c'est qu'il soit pris en compte, vraiment pris en compte et que ça soit transmis. Merci et bravo encore. Je voulais juste rajouter ce qui peut se faire aussi parfois. Ce sont des temps d'accueil sur l'autre institution, des séjours temporaires qui se répètent plusieurs fois. Et c'est vraiment aussi là des temps de transmission entre les deux équipes. Et très souvent, c'est assez aidant d'ailleurs pour le jeune dans son adaptation, dans sa future intégration, que de passer par ces étapes-là d'accueil temporaire. Merci et bravo encore. Merci de votre présentation.